Vous êtes sur la première, on va revenir sur l'un des sujets de votation du 22 septembre prochain. Plus de compétences pour le Conseil fédéral dans les campagnes de vaccination. Pas de vaccination systématique, mais la possibilité d'imposer une vaccination à des groupes à risque, comme les médecins ou les infirmières par exemple, en cas de risque élevé d'infection ou de propagation d'une maladie. On a déjà entendu sur ce sujet le conseiller fédéral Alain Berset la semaine dernière sur cette antenne. Le conseiller fédéral en charge de la santé est pour cette révision de la loi. Place ce matin au camp d'en face, place ce matin à un opposant avec vous, docteur Jean-Paul Léclin. Bonjour. Bonjour, Merci de votre invitation. Et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Sion, membre du groupe médical de réflexion sur les vaccins et donc opposé à cette révision de la loi. Vous êtes dans notre studio de Sion précisément ce matin. Je le précise, ou vous allez nous le préciser peut-être, vous n'êtes pas contre le principe de la vaccination en tant que tel, mais précisément contre cette loi sur les épidémies, c'est ça ? C'est cela même, oui. Nous ne sommes pas opposés au vaccin a priori, mais nous avons quelques réticences à propos de quelques articles de la loi. Il faut préciser qu'en fait, nous n'avons absolument aucune réticence à ce que l'État se dote d'une loi sur les épidémies. Ça nous paraît tout à fait normal. Il y a d'ailleurs dans la nouvelle loi quelques bons éléments à retenir. Alors, qu'est-ce qui vous fâche, qu'est-ce qui vous gêne ? Oui, alors entrons dans le vif du sujet et du texte, si on peut dire. L'article 6 précise qu'un risque élevé d'infection et de propagation suffit à déclarer une obligation vaccinale, certes pour des groupes à risque. Ce qui est très curieux, c'est que médicalement parlant, il n'est pas mention dans cet article-là de la gravité de la maladie. Ce qui signifie qu'une simple grippe ou une simple rougeole ou une simple varicelle, en fait, remplissent les conditions de l'application de cet article. Or, en 2009, lors de la fameuse pandémie de grippe, il y a tout à parier que l'article-là aurait été appliqué et qu'on aurait subi en fait une obligation vaccinale, du moins pour les groupes dits à risque ou les populations en danger. Maintenant, il faut préciser que les populations en danger ou à risque, moi je vous garantis que le jour où le Conseil fédéral ou un canton déclare une vaccination obligatoire et que les hôpitaux doivent appliquer cette disposition-là, la pression sera énorme sur tous les EMS, sera énorme dans les entreprises, sera certainement énorme dans le public. Mais à juste titre, non ? À juste titre, vacciner les médecins, les infirmières, le personnel soignant, ça a priori, hein, ça tomberait sous le sens, oui. Non ? Oui, alors ça pose le problème de l'efficacité des vaccins. Et là, il y a plusieurs biais, dont le premier, qui est évidemment le conflit des intérêts. Qu'est-ce que vous appelez conflit des intérêts ? Le conflit d'intérêts des experts, pardon. Le conflit d'intérêts des experts et de ceux qui décident pour nous. On sait que la plupart des membres de la Commission fédérale pour les vaccinations, qui dit d'ailleurs bien son nom, ont des liens, ou en tout cas des conflits d'intérêts, ou des liens d'intérêts pudiquement indiqués tels quels, avec l'industrie pharmaceutique. Donc vous soupçonnez... Non mais attendez, il faut s'arrêter sur cet argument. Vous soupçonneriez que certains prennent la décision d'une vaccination à grande échelle pour en gros enrichir les caisses de l'industrie pharmaceutique. Vous faites ce lien, vous allez jusque-là, c'est votre argument. C'est pas exclu, puisque les seules études, n'est-ce pas, sont faites par l'industrie pharmaceutique. Mais le deuxième biais, c'est évidemment la double casquette des autorités sanitaires, n'est-ce pas, qui doivent garantir la sécurité de l'utilisation des vaccins, et de l'autre main, elles en assument la promotion gratuite et presque aveugle. Oui. C'est comme si moi, je décidais de déléguer le contrôle de la viande à la Société suisse des bouchers. Mais que faites-vous de la notion de responsabilité collective ? On se souvient, et vous l'avez cité il y a quelques instants, l'épidémie de rougeole en 2009. Il n'y avait pas eu de plan national de vaccination, la maladie s'est propagée. On a même eu la présidente de la Commission fédérale pour les vaccinations, Claire-Anne Sigrist, qui avait dit en 2009, on a retrouvé ça, qu'il y avait eu des morts dues à l'épidémie de rougeole en 2009. Vous contestez tout ça, docteur Léclin ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de morts en 2009. Il y en a eu. Ce qu'elle a en tout cas dit, elle, c'est qu'avant la vaccination, il y avait un mort par semaine. En Suisse, avant l'introduction de la vaccination contre la rougeole. Or ça, c'est un mensonge, il n'y a aucune statistique qui montre cela. Pour avoir une statistique fiable, on est obligé de se tourner vers l'étranger, par exemple vers la France. Et en France, on voit qu'au début du siècle passé, vers 1906, je crois, la statistique commence à cette époque-là, il y avait plus de 3000 morts
3700 morts, je crois, de la rougeole, donc, au début du siècle passé en France. Or, en 1983, il n'y en avait plus que 20. Donc le vaccin ne sert à rien? Avant la vaccination contre la rougeole. Ah oui. Alors expliquez-moi pourquoi. Bah non, c'est à vous de nous expliquer. C'est vous qui êtes médecin. On a quelques éléments. On a quelques éléments, bien sûr. La salubrité publique, certainement l'eau. Le meilleur pédiatre, c'est l'eau potable. Ensuite, il y a probablement l'hygiène. Peut-être les vitamines, la nourriture, certainement font partie des éléments. Et alors, ça nous montre tout de suite pourquoi on a beau être solidaire avec les pays où la vaccination, où la rougeole est peut-être dramatique, mais ça montre que la rougeole, en fait, a perdu beaucoup de sa mortalité, si vous voulez, avant l'introduction du vaccin. Et donc, peut-être que le vaccin est efficace contre la rougeole, mais s'il est inutile, ça ne sert à rien. Il y a aussi, à travers vos propos, la question étatique. Ce qui vous gêne, c'est la centralisation sanitaire ou peut-être même que la Suisse, les autorités fédérales se fassent dicter leur marche à suivre de plus haut par l'OMS, par exemple. Est-ce que ça vous gêne? Finalement, c'est une question politique avant tout. Bon, on en revient un tout petit peu au conflit d'intérêts en cours avec les experts de l'OMS. Peut-être, mais disons, la centralisation, non, elle ne nous dérange pas tellement. Nous sommes absolument apolitiques et nous n'avons aucun intérêt avec personne à partager. Et non, ça ne nous dérange pas. La Suisse est très en retard en matière d'obligation de vacciner en comparaison internationale. C'est de nouveau pas moi qui l'affirme, mais la précitée Claire-Anne Sigrist, elle prétend même qu'on est plus en retard que certains pays d'Afrique en matière de vaccination. Docteur Eklund, que répondre à cet argument-là? Bon, on traite toujours la Suisse de mauvais élèves en matière de vaccination, mais encore une fois, si c'est être bon élève et appliquer des vaccinations qui sont inutiles, à ce moment-là, vaut mieux être mauvais élève. Donc on est mauvais élève, vous le reconnaissez? Ah, peut-être, oui. Oui, peut-être. Mais si c'est pour appliquer des vaccinations qui sont, voyez, multiples, dont on n'a pas vraiment tous les effets du cumul, à ce moment-là, je ne vois pas très bien où est le problème. Je rappelle quand même que la loi dit dans l'article 21 que les cantons, et je cite, veillent à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète. Donc c'est veiller à une vaccination complète. Vous voyez, la formulation équivoque autorisera certainement à l'avenir une autorité cantonale un tout petit peu zélée à contraindre sa population à une vaccination complète. Or, vaccination complète, ça veut dire aujourd'hui pas moins de 26 immunisations contre 8 maladies avant l'âge de 2 ans. Oui. C'est trop Plus du point de vue médical. 40 immunisations contre 11 maladies à l'âge de 15 ans et plusieurs dizaines de vaccins en perspective qui nous pendent au nez. Ouais, donc d'un point de vue médical, c'est trop pour un corps humain, fût-il jeune? Oui, personne ne peut le dire, puisqu'il n'y a pas d'études qui montrent, qui s'attaquent au cumul des vaccins. Donc on est dans des actes de foi, là, y compris de votre part. Y compris de votre part, oui. Ouais. Oui. Mais disons, alors, ce qu'on peut dire en tout cas, ou en tout cas on peut faire la proposition au conseiller fédéral Alain Berset, c'est plutôt que de gaspiller 80 millions à acheter du Tamiflu et des vaccins qui sont inutiles et qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, de prendre quelques millions et de faire une étude sur le devenir des enfants non vaccinés ou peu vaccinés. Ou éventuellement une étude des personnes âgées qui ont été peu ou versus vaccinées, ou d'un EMS qui vaccine et d'un EMS qui ne vaccine pas. On serait peut-être étonné de voir les résultats. À quelle échelle alors faudrait-il pratiquer la vaccination obligatoire? Enfin, ce mot encore, faut-il lui donner un sens? Rien, on ne pourra obliger personne manu militari à se faire vacciner, mais pour vous, quand est-ce que ça ferait sens? Lors de quel type d'épidémie? Le SRAS, par exemple, vous dites la rougeole, elle est moins grave qu'avant. Quand est-ce que ça ferait sens? C'est précisé à l'article 22 qui dit qu'un danger sérieux, il faut qu'un danger sérieux soit établi pour déclarer une vaccination obligatoire. Alors, évidemment, danger sérieux, ça laisse la porte ouverte à une interprétation, parce que si sérieux, c'est prendre l'exemple de la pandémie de grippe en 2009, évidemment, nous avons des doutes sur le mot sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux alors pour vous?
Ce sera sérieux quand on définira sérieux une épidémie où il y aura certainement une mortalité élevée, mais non pas un nombre de malades, comme ça a été le cas dans cette pandémie de 2009. Vous dites quand Et on d'ailleurs, définira, mais alors c'est bien parce que à cette commission de définir, donc vous vous remettez bien entre les mains de cette commission, non? Non, là c'est l'OMS qui avait déclaré, en fait, qui avait changé la définition de la pandémie et qui avait en fait pris en compte le nombre de malades et non pas le nombre de morts. Donc là vous faites confiance à l'OMS a priori, alors pour définir ce qui est grave ou pas? Disons, en tout cas, non, pas tout à fait, puisque justement l'OMS avait en fait changé la définition de la pandémie pour pouvoir déclarer, si vous voulez, pandémie et donc déclencher tout un achat en fait de vaccins par les gouvernements. Bon, les médecins qui sont opposés au vaccin à tout prix et pas au vaccin en tant que tel, ont tardé à sortir du bois et a fortiori on en a trouvé très très peu en Suisse romande. Pourquoi cette question mobilise peu les médecins et partant les médecins romans, docteur Eklund, vous avez une réponse à ça? Parce que c'est difficile de s'opposer à, si vous voulez, une sorte de dogme, à une conviction médicale qui est assez forte que les vaccins sont efficaces et n'ont pas d'effets secondaires. Alors ça pose le problème de la sous-déclaration des effets secondaires qui vont parfois de 9 effets secondaires sur 10, voire de 99 sur 100. Ce qui fait dire que, si vous voulez, que les vaccins sont efficaces et sûrs. Alors que, si je prends un autre exemple, vous voyez, on pourrait dire que la circulation routière sur l'ensemble du réseau suisse est sûre et efficace en disant qu'il y a 3 morts par année.